Sans ordonnance, la dose d'infos qui maintient en éveil. Bonsoir à tous. Le mot remigration entre au Sénat. L'Iran et Israël reprennent leur frappe, et en Albanie, le même territoire devient à la fois terrain de luxe pour milliardaires et laboratoire de rétention pour migrants. 3 faits, 3 images, une seule question. Ce soir, l'Occident ne gère pas seulement une crise migratoire, une guerre ou un projet immobilier. Il révèle comment il traite l'autre. D'abord, il le nomme, ensuite il choisit s'il mérite d'être vu, et quand il ne veut plus le voir chez lui, il le sous-traite ailleurs. On commence par des mots. 30 mai, au Portugal, Martin Sellner, militant identitaire autrichien, organise un sommet. Il y lance un institut pour la remigration. 4 juin, en France, Pierre-Édouard Stérin prononce 2 mots devant une commission d'enquête du Sénat, métapolitique et remigration. Ce n'est plus un forum, ce n'est pas un meeting, c'est une audition parlementaire. En Italie, une pétition pour une loi de remigration lancée en janvier atteint 100 000 signatures en 24 heures. Le 5 juin, la proposition de loi est aux portes du Parlement. Aux États-Unis, un bureau de la remigration a déjà été créé au sein du State Department, le ministère des Affaires étrangères. 4 lieux, 4 événements, une même rhétorique. Zemmour avait déjà fait entrer le mot ministère de la remigration dans la présidentielle. En 2026, il est accepté dans l'écosystème parlementaire, médiatique et transnational. Et quand un mot entre dans les institutions, ce n'est plus seulement un mot. C'est une réalité en marche. Revenons à métapolitique. Ce n'est pas un terme anodin, c'est une doctrine, une méthode. L'idée vient à l'origine de Gramsci, un philosophe marxiste italien du début du XXe siècle. Gramsci disait « Avant de prendre le pouvoir politique, il faut conquérir le pouvoir culturel. Changer les esprits avant de changer les lois. Transformer ce qui est pensable avant de transformer ce qui est possible. » L'extrême droite européenne a retourné cette doctrine comme un gant. Elle a compris que pour rendre une politique acceptable, il faut d'abord rendre un vocabulaire fréquentable. Installer les mots, habituer les oreilles, déplacer les frontières du disciple. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de regarder ce soir. La remigration ne commence pas quand les avions décollent, elle commence avant. Elle commence quand le mot devient audible, quand il entre dans les titres, quand il entre dans les commissions, quand il entre dans les organigrammes. Le problème n'est pas seulement que l'extrême droite utilise ce mot. Ça, elle le fait depuis longtemps. Le problème, c'est que le mot change de statut. Il passe de la marge au centre, de l'idéologie à la procédure, du fantasme au langage d'État. Et plus un mot entre dans les institutions, plus il oblige tout le monde à parler sa langue. Les journalistes le décryptent, des responsables politiques le commentent, les adversaires le dénoncent. Mais à force de le répéter, on l'installe. C'est le piège. Un mot peut être combattu publiquement tout en gagnant culturellement, parce qu'il est désormais là, dans le débat, dans les questions, dans les réponses. C'est exactement ça la métapolitique. Gagner le terrain des mots avant de gagner le terrain des actes. Et remigration ne désigne pas une politique migratoire neutre. Il désigne certains corps, certaines origines, certaines présences jugées incompatibles avec une certaine idée de l'Occident. Une idée suffisamment floue pour ne pas être accusée de racisme et suffisamment précise pour que chacun puisse imaginer l'intrus et décider qui est de trop. Un mot qui entre dans le Sénat, dans le State Department, dans les colonnes du Monde, à quel moment cesse-t-il d'être extrémiste ? Mais l'Occident choisit aussi ses mots pour choisir ses morts. Le 8 juin, le Moyen-Orient a replongé dans une séquence de frappes. Frappe israélienne en Iran, missile iranien vers Israël, appel de Donald Trump à la retenue, et en arrière-plan, Gaza et le Liban qui continuent de brûler. Mais ce soir, on ne va pas refaire une chronologie militaire. On ne va pas s'enfermer dans la question qui a tiré en premier. Parce que cette question, parfois, sert à éviter la vraie. La vraie question, c'est qu'est-ce que l'Occident choisit de regarder ? Et qu'est-ce qu'il choisit de laisser hors champ ? Quand l'Iran tire des missiles, l'image est immédiate. Les alertes, les trajectoires, les sirènes,
Les cartes, les réactions diplomatiques, le risque régional, le pétrole, le détroit d'Ormuz, les marchés, la peur d'un embrasement mondial et un tourbillon de mots qui donne le vertige. Et tout cela est réel, mais ce n'est pas toute la réalité. Parce qu'au même moment, Gaza n'est pas une note de bas de page dans un script. Le Liban n'est pas un décor de studio. Les Palestiniens ne sont pas des figurants dans une série qui compte plus de 100 saisons. À Gaza, près de 90% des infrastructures d'eau ont été détruites ou gravement endommagées. L'eau, ce n'est pas un détail technique, c'est la condition de la vie. Quand l'eau disparaît, ce n'est pas seulement une infrastructure qui tombe, c'est une société que l'on rend invivable. Ce type de destruction a bien déclenché des communiqués, des réunions, des résolutions. Mais regardez le vocabulaire. On parle de situation humanitaire préoccupante, d'appel à la protection des civils. Le 22 mai 2026, 9 pays occidentaux, dont la France, signent une déclaration conjointe sur la Cisjordanie. Ils constatent que la situation s'est significativement détériorée, que les violences de colons ont atteint des niveaux sans précédent, et ils appellent à mettre fin à l'expansion des colonies. Pas à démanteler celles qui existent, pas à réparer, à ne pas aggraver. Voilà le vocabulaire occidental face à une colonisation illégale. Ne pas aggraver. Comme si ne pas coloniser davantage était une position courageuse. Alors que le même jour, quand une infrastructure iranienne est touchée, le vocabulaire change en quelques minutes. Escalade, risque stratégique, sécurité énergétique, stabilité régionale, menace mondiale. Résumons. Quand une infrastructure pétrolière est touchée, on parle d'escalade mondiale. Quand 90% des infrastructures d'eau sont détruites à Gaza, on parle de crise humanitaire. Dans un cas, c'est de la géopolitique, dans l'autre, c'est de la compassion. Et cette différence dit tout, parce que la géopolitique oblige à agir. La compassion permet de regarder, de s'émouvoir, puis de passer à autre chose. La géopolitique convoque la pensée quand l'émotion en fait l'abstraction. Une actualité en chassera une autre, une émotion effacera la précédente et les protestations disparaîtront aussi vite qu'elles sont nées. L'Occident ne gère pas seulement les crises, il gère la vitrine des crises. Ceux qui menacent ses intérêts entrent dans la vitrine, ceux qui accusent ses alliances restent dans l'ombre. Prenez la phrase. Trump appelle à la retenue. Elle paraît raisonnable. Elle paraît équilibrée. Elle paraît présidentielle. Mais que signifie un appel à la retenue quand le soutien militaire, diplomatique ou stratégique demeure ? La retenue ici devient une mise en scène, une manière de dire « nous maîtrisons et nous empêchons le chaos ». Mais dans les faits, la question n'est pas seulement de retenir une frappe de plus. La question est de savoir quelle architecture de puissance rend ces frappes possibles depuis des années. Qui arme ? Qui couvre ? Qui protège diplomatiquement ? Qui décide qu'un acteur a le droit permanent à la sécurité et que l'autre doit se contenter du vocabulaire humanitaire ? C'est cela, la sélection des indignations. Elle ne se voit pas seulement dans ce qu'on dit, elle se voit dans ce qu'on répète, dans ce qu'on dramatise, dans ce qu'on relativise, dans ce qu'on laisse disparaître. Un missile iranien est immédiatement un événement mondial, un enfant palestinien sans eau devient une image parmi d'autres, une frappe sur une infrastructure énergétique inquiète les marchés, une société privée d'hôpitaux, d'écoles, d'eau potable devient une situation complexe. Et le plus terrible, c'est que cette hiérarchie finit par entrer en nous. Nous aussi, parfois, nous nous habituons. Nous aussi, nous lisons certains morts comme des alertes et d'autres comme une accumulation. Parce que quand un peuple devient une tragédie permanente, il cesse d'être un scandale. Il devient une habitude. Et l'habitude est une arme politique. Elle éteint l'indignation, elle transforme l'inacceptable en paysage.
C'est cela la hiérarchie occidentale des morts. Certains peuples sont pleinement politiques, d'autres sont seulement humanitaires. Certains ont une sécurité, d'autres ont des besoins. Certains ont des morts qui comptent, d'autres ont des morts qui s'additionnent. Et si cette phrase vous dérange, tant mieux. Parce qu'elle oblige à regarder ce que le langage diplomatique cache. Il ne dit jamais « c'est vive le moins ». Il dit « la situation est complexe ». Il dit « nous appelons toutes les parties à la retenue ». Il dit « nous sommes préoccupés ». Mais derrière ces mots, il y a une réalité. Certaines violences sont perçues comme des ruptures, d'autres comme le bruit normal du monde. En sujet 1, on nommait l'autre pour le rendre expulsable. En sujet 2, on choisit de voir ou de ne pas voir l'autre pour rendre sa souffrance supportable. Et maintenant, on va regarder la troisième étape. Quand l'Occident ne veut plus voir ce qu'il produit, il l'éloigne, il le sous-traite. Et pour cela, il lui faut des lieux. La Coupe du Monde a commencé. Et les indignés de la Terre ont oublié les damnés de la Terre. Au tirage au sort du mondial en décembre dernier, Infantino a remis le tout premier prix de la paix de la FIFA à celui qui, dit-il, se soucie du bien-être des peuples. Pendant que Gaza brûlait, en plein génocide. Pendant que ce même homme parlait d'en faire une Riviera au Moyen-Orient, une terre bombardée, requalifiée en front de mer. Ce soir, des milliards de personnes regardent le ballon rond et la FIFA célèbre la paix avec celui qui rêve de raser une terre pour en faire une carte postale. Les indignations sont sélectives, les scandales aussi. On cautionne les stades de foot des uns au-dessus des cimetières des autres. Alors ce système ne se voit pas toujours. Il est dilué dans les calendriers sportifs, les communiqués diplomatiques et les éditions internationales. Mais parfois, un seul territoire suffit à le rendre visible. L'Albanie aujourd'hui raconte quelque chose d'obscène. Pas parce qu'elle serait une exception, mais parce qu'elle rend visible le système. D'un côté, il y a le haut, les images de luxe, les plages, les milliards, Jared Kushner, Ivanka Trump, des complexes hôteliers sur des terres contestées dans un pays où la colère sociale explose contre la corruption et la dépossession. De l'autre côté, il y a le bas. Les centres de rétention, les migrants, les procédures accélérées, l'accord Italie-Albanie. Une idée européenne qui progresse, envoyer hors de l'UE ceux que l'Europe ne veut plus gérer chez elle. En Albanie, Jared Kushner construit des complexes de luxe sur des terres contestées. Au même moment, l'Italie y installe des centres de rétention pour migrants, le même territoire, le même moment. Les piscines des uns au-dessus des barbelés des autres. Et à Gaza, Donald Trump parle de Riviera du Moyen-Orient. Une terre bombardée, affamée, rendue invivable, requalifiée en projet immobilier. En front de mer, en carte postale pour investisseurs. Dans les deux cas, la logique est la même. Rendre une présence invisible pour rendre le territoire consommable. Les villas des uns au-dessus des ruines des autres. Mais une Riviera suppose une chose, que ceux qui vivent là ne gênent plus le décor. Et c'est précisément ce qui rend cette formule obscène, parce qu'on ne parle pas d'un territoire vide, on parle d'un peuple, on parle de maisons détruites, de familles déplacées, d'enfants sans eau, de cimetières sous les gravats. Et cette histoire ne commence pas aujourd'hui. Ashkelon s'appelait autrefois El Majdan. Une partie des Gazaouis viennent de cette ville et ont été chassés pendant la Nakba. Dans la mémoire palestinienne, c'est une géographie de l'arrachement. Et aujourd'hui, sur une autre portion de cette même côte, on retrouve la même logique. Faire d'une terre palestinienne un espace disponible pour le rêve des autres. Hier, on expulsait pour construire un État. Aujourd'hui, on parle de déplacer pour construire une Riviera. La forme change, le vocabulaire change, mais la logique demeure. Rendre une présence invisible pour rendre le territoire consommable. Et ce chemin ne s'arrête pas à l'Albanie ou à Gaza. Depuis plusieurs mois, ce modèle inspire. L'Allemagne en parle, les Pays-Bas en parlent, l'Autriche, le Danemark, la Grèce, chacun avec son vocabulaire.
plateforme de retour, centre hors Europe, hub de rétention. Mais la logique est la même. Éloigner le corps du migrant, éloigner la procédure, éloigner l'image, éloigner la responsabilité. Transformer la violence en aménagement du territoire. Transformer l'exil en opportunité économique. Transformer la périphérie en décor pour les uns et en zone d'attente pour les autres. Le territoire hôte n'est pas réellement sujet, il est support. Support de fantasmes pour riches, support de gestion pour migrants, support de profit, support d'externalisation. Et l'Albanie renvoie le reflet nu de ce que nous sommes. Parce qu'elle ne montre pas seulement l'Albanie, elle montre l'Occident. Elle montre ce que l'Occident veut cacher. Elle montre ce que l'Occident veut déplacer. Elle montre ce que l'Occident veut consommer. Les piscines des uns au-dessus des barbelés des autres, ce n'est pas une métaphore. C'est un programme. Comprendre le monde, éclairer les choix.